Je cherchais un pied-à-terre, comme j'aimais bien voyager, je voulais une petite maison en Belgique et je suis tombée sur une annonce sur ImoWeb de l'église en vente. Et en fait, les critères que j'avais mis n'ont fait ressortir que cette église. Du coup, j'ai vu ça comme un signe et puis j'ai regardé les photos, je me suis dit c'est magnifique, il faut quand même que j'aille voir, même si c'était au départ juste de la curiosité. Et puis quand je suis rentrée, il s'est vraiment passé quelque chose, comme une espèce de vision ou plutôt... Bonjour Justine. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. Alors comme je disais, ça fait longtemps que j'y pense, mais chaque chose en son temps. C'est ça. Alors, première question, qui est Justine? Qui est Justine? Bon, déjà, merci beaucoup de partager ce moment aujourd'hui avec moi. Alors, qui est Justine? Avant l'église, je suis quelqu'un qui aime bien voyager, j'aime bien passer du temps avec ma famille, j'aime beaucoup ma famille. Je pense que c'est la chose la plus importante dans ma vie, ma famille et mes amis, que je considère comme ma famille aussi. Et par la suite, cette église. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à créer Coworker? Est-ce que tu as toujours eu une âme d'entrepreneur quelque part? Pas du tout. Okay. Pas du tout. Donc, j'ai jamais eu de projet d'entreprendre. Après, par la force des choses, c'est vrai que j'ai ouvert un restaurant en Corse. Ça m'a beaucoup plu. Et puis après, en fait, je cherchais juste une maison et je suis tombée sur cette église. Et c'est l'église qui m'a donné cette envie d'entreprendre finalement et de me lancer dans un business. D'accord. Une église, alors, pourquoi une église? Est-ce que tu n'avais pas le choix ou tu te dis c'est l'église? En fait, je cherchais une maison. Ouais. Je cherchais un pied-à-terre, comme j'aimais bien voyager, je voulais une petite maison en Belgique. Et je suis tombée sur une annonce sur ImoWeb de l'église en vente. Et en fait, les critères que j'avais mis n'ont fait ressortir que cette église. Du coup, j'ai vu ça comme un signe. Et puis, j'ai regardé les photos, je me suis dit c'est magnifique, il faut quand même que j'aille voir, même si c'était au départ juste de la curiosité. Et puis, quand je suis rentrée, il s'est vraiment passé quelque chose, comme une espèce de vision ou plutôt... Des flashbacks. Ouais, enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai su que je devais faire quelque chose ici. D'accord. Et donc, voilà, c'est enchaîné. Tu m'as parlé du cheminement. Comment tu as acheté cet endroit? Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Bien évidemment. Donc, pour acheter cette église, j'ai dû faire 8 banques. Wow. Ça, c'est vrai que c'est une info quand même importante. Après, il est vrai que j'avais pas un temps plein, j'avais pas d'argent de côté, etc. Donc, je devais être un sujet délicat pour une banque, ce qui est normal. À la 8e banque, là, je suis tombée sur une dame tout à fait différente de toutes les personnes sur qui j'étais tombée avant, qui a cru à mon projet, qui a vu le potentiel et qui a décidé de me faire confiance et de me suivre, en fait, dans l'achat de cette église et par la suite dans mes emprunts pour l'aménagement, les travaux, etc. Ok, donc 8 banques. Oui, et la 8e, donc tu as fait toutes les banques, j'imagine? Donc c'était la dernière qui t'a pris. La dernière chance. Wow, la dernière chance. Tu m'avais dit aussi qu'il y avait aussi d'autres personnes qui étaient en concurrence. Oui, oui, c'est vrai. En fait, donc quand j'ai enfin eu mon emprunt, là sont arrivés d'autres acheteurs qui étaient invisibles jusque-là et qui ont mis un peu plus d'argent que moi, que je n'avais pas. Du coup, le prêtre qui faisait les visites avec l'agent immobilier, c'était très sympa. Le prêtre a décidé qu'on devait lui rendre un projet de ce qu'on allait faire de son église et qu'il allait décider par rapport à ça. Okay. Et donc, il m'a choisi moi avec mon projet et avec la plus petite offre parce que les autres offraient plus d'argent. Ah d'accord, ok. Et donc, ça t'a pris combien de temps pour créer tout le projet? Parce que j'imagine qu'il y a eu des aménagements à faire. Ah oui. Combien de temps tu as pris? Déjà, quand tu es venue ici, quand tu as eu la clé, oui. Est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu as eu des doutes? Tu t'es dit, oui. Okay. Bien sûr. Mais justement, quand je suis rentrée ici et quand j'ai enfin eu la clé, on est arrivé avec mes parents pour fêter ça avec une bouteille de champagne. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, Justine, maintenant, il va falloir travailler dur. Il va falloir travailler, il va falloir suivre. Ok. Donc, tu as eu quelques doutes aussi. Bien évidemment, j'ai eu très peur. Et je me dis, comment tu as réussi à surmonter ces doutes? Eh bien, je me suis dit, pourquoi pas moi aussi? Pourquoi je ne pourrais pas aussi réussir un tel projet? Oui. Et j'ai essayé un peu de ne pas penser au pire qui pourrait arriver, mais au meilleur, et me focaliser sur le meilleur qui pourrait arriver. C'est super, c'est super.
Et donc, coworker, dis-moi. Pourquoi coworker d'abord, dis-moi. Alors en fait, l'église s'appelait la petite église du Sacré-Cœur. Et donc, je sais que c'était une église où les gens du village étaient très attachés. Et puis, j'avais envie quand même de rendre hommage à l'église. Et donc, Sacré-Cœur, coworker, c'est quand même assez similaire. Et donc, on faisait une petite soirée où on réfléchissait, tiens, comment on va appeler cet espace? Et mon beau-père, tout d'un coup, a dit coworker. Je dis, bah, coworker, moi, je voyais avec ER au bout, comme un coworker, quelqu'un qui travaille dans un coworking. Il dit, oui, mais écrit cowork-cœur, comme Sacré-Cœur. Et là, c'était une évidence. Tout le monde était d'accord et on s'est dit qu'on allait l'appeler comme ça. Donc, ta famille est quand même présente. Oui, très présente. Dans tout ce que tu as fait, en fait. Oui. Donc, c'était un gros support. Hein, oui, franchement, sans eux, je pense pas que j'en serais là aujourd'hui. Non. Parce que je porte le projet seul financièrement, mais j'ai mes parents, ils sont vraiment, c'est mon support émotionnel. Tous mes parents, parce qu'il y a mon père avec ma belle-mère, il y a ma mère et mon beau-père, puis il y a toutes mes sœurs. Ah oui, ils sont là. C'est ça. Et super motivants, super contents en fait de me voir dans ce projet. Donc c'est chouette. C'est chouette, super. Et du coup, alors, à un moment, il fallait avoir des clients. Oui. Est-ce que c'était difficile? Comment tu as commencé avec ta clientèle? Eh bien, en fait, j'avais créé une petite page Instagram pendant les travaux pour commencer à montrer un peu l'évolution de comment c'était avant et comment ça allait devenir. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai quelqu'un qui m'a contacté, un premier client, qui m'a dit, tiens, j'ai vu sur Instagram que vous alliez faire des bureaux. Donc, en fait, avant même que je m'inquiète de trouver des clients, j'ai des gens qui sont venus vers moi pendant les travaux et qui ont réservé un bureau. Donc, j'étais déjà plus à l'aise. Et donc, les premiers clients sont venus tout seuls. Et puis après, ça a été en fait du bouche à oreille. Et ça s'est rempli très vite. D'accord. Voilà. Donc, le bouche à oreille et Instagram. Donc, Instagram. Comme les réseaux sociaux, ça sert à quelque chose? Bien sûr. Ok. Donc, Instagram. Et jusqu'à maintenant, tu te sers aussi d'Instagram pour pouvoir attirer des personnes? Oui, mais maintenant beaucoup plus LinkedIn et alors les réseaux, les business clubs. Business club. Beaucoup. Ok. En parlant de business club, alors, est-ce que tu as eu comme imposter syndrome? Parce que bon, tu te mets en face de personnes qui sont quand même à un certain niveau. Est-ce que tu as ressenti ça et comment tu es passé au-delà de ça? Est-ce que tu es déjà passé au-delà de ça au moins? Oui, bien sûr. Oui, mais il a fallu du temps, clairement. Oui. Clairement, il a fallu du temps. En fait, le syndrome de l'imposteur, je pense que tout le monde doit l'avoir à un moment donné. Surtout que moi, j'ai pas étudié pour ça. J'ai vraiment étudié seule, si on peut dire. Enfin, pas étudié seule, mais j'ai appris au fur et à mesure. Je me suis formée, quoi. Et du coup, forcément, j'avais vraiment ce syndrome de l'imposteur, surtout dans les business clubs où les gens sont tellement habitués à parler business, etc. Moi, c'était tout nouveau pour moi. Donc, il m'a fallu un petit temps. Mais après, j'ai été très bien entourée parce que j'ai rencontré des super femmes entrepreneurs avec qui on a pu discuter et se raconter les bonnes choses comme les mauvaises choses, les craintes, les doutes, comment ça fonctionne. C'est pas toujours facile. Donc après, ça a été. Maintenant, je me sens bien à ma place. Ok. Donc tu trouves qu'il y a une différente dynamique entre hommes et femmes, du coup? Oui, bien sûr, toujours. Je pense que c'est toujours. C'est différent. C'est différent. Maintenant, on parle de la Belgique. Est-ce que tu trouves que c'est difficile d'entreprendre? En général, moi, quand je suis arrivée ici, on m'a fait comprendre que c'est très, très, très dur. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non. Ah non? Non, c'est difficile d'entreprendre. Mais moi, je me dis que si j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. Est-ce qu'on peut y arriver? Ben oui, il faut être courageux, ne pas abandonner à la première petite chose, être confiant, espérer. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a vraiment moyen. Quand on veut, on peut. C'est pas. Tu peux le faire. Oui, je pense. D'accord, mais comme dans tout, tu as besoin de pousser en fait pour pouvoir faire les choses. Ok, donc entreprendre. Une personne te dit, ok, je vais entreprendre, mais j'hésite. Tu l'encourages. En fait, c'est pas que je vais l'encourager. Je vais voir par rapport à la personne parce que je pense que c'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'il y en a vraiment deux catégories de personnes, les gens qui sont là pour entreprendre, créer des choses, et les gens qui sont là juste pour
exécuter, j'aime pas du tout, je trouve que c'est pas un beau mot, mais qui sont très doués pour bosser, en fait, pour faire les choses, je sais pas l'expliquer, mais qui sont pas forcément entrepreneurs dans l'âme. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui ne plaît pas à tout le monde, parce qu'être entrepreneur, quand même, c'est un certain rythme de vie. C'est beaucoup plus de travail qu'on pense, du moins au début, en tout cas les premières années. Donc, je pense que ça dépendra de la personne qui va me demander. Si je la connais, je vais pouvoir lui dire oui, ou peut-être pas, ou plutôt comme ça, ou voilà, en fonction des gens. En fonction des gens, effectivement, c'est pas fait pour tout le monde, Non. l'entrepreneuriat. Et je me dis, est-ce que, arrivé avec tout ce que tu as entrepris, est-ce que ça t'arrive des fois de douter, de dire, est-ce que je continue ce que je fais, en fait? Est-ce que ça arrive? Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Oui. Donc même avec tout ce que tu as accompli, à un moment, ça arrive toujours, en fait. Oui, parce que c'est tellement prenant. Comme je te disais tout à l'heure, moi, le plus important dans ma vie, c'est ma famille. Et bien, du coup, je les vois moins. Je peux me passer moins de temps avec eux. Je suis tellement tout le temps occupée que, du coup, ma vie privée passe clairement en second plan. Et donc, pour ce côté-là, oui, c'est pas évident. Oui, j'imagine. Et donc, par rapport à Coworker, est-ce que tu as d'autres projets? Oui. Okay. En dehors de Coworker ou... En dehors de Coworker, j'ai déjà quelques idées, mais je voudrais d'abord bien consolider ce petit bébé pour ensuite créer peut-être quelque chose d'autre, certainement. Mais pour le Coworker, j'ai déjà comme projet d'ouvrir le Cœur d'Artichaut. Donc, ça va être une cafétéria. Ça va être différent du Coworker, mais quand même ensemble. Ça va être dans le même espace. Et donc, là, on va proposer des petits-déj, des cafés, des plats de jour, etc. Et puis, le catering aussi pour tous les événements, les team building, les formations, les réunions. Et encore les week-ends, les anniversaires, les fêtes pour les particuliers. Ok, donc tu vas plus créer un environnement plus pour les événements, encore plus Encore plus pour les événements. Et puis, en fait, il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour faire des visites, pour visiter l'espace souvent. Ils aiment bien, ils veulent découvrir l'endroit. Et je pense que le fait qu'il y ait un endroit où on peut juste aller boire un café déjà, les gens vont être plus à l'aise à venir visiter. Et comme ça, tout le monde pourra profiter du coworker. Super. Alors, j'ai oublié une question. Alors, coworker, est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est coworker? Bien évidemment. Oui. Donc, le coworker, c'est un espace de coworking, bureau privé, salle de réunion, salle avec S. Donc, on en a trois salles. 9 bureaux privés et événements. Donc, en fait, c'est niché dans une ancienne église complètement rénovée, désacralisée, sur Frameries. Wow. À côté, très proche des sorties d'autoroute, avec un parking. Et voilà, c'est quoi le coworker? Et qu'est-ce qui fait la différence entre ce coworker et les autres endroits? Ah, ben déjà, le bâtiment, le lieu. Je pense que le lieu fait beaucoup. Les lumières qui rentrent à travers les vitraux. Je pense que c'est quelque chose que les gens adorent ici, ça inspire et ça donne plein d'idées. Et puis, je pense que l'église a une âme et gardera toujours une âme. Et donc, on se sent un peu différent que dans un espace plus... Oui, structuré. Exactement. Oui. Comme dans un espace normal de coworking. C'est ça. Bien sûr. Alors, le podcast s'appelle Becoming. Devenir. Et je me demande, dans tout ce que tu as réalisé, bien sûr, dans l'achat de l'église, dans les rénovations, tout le reste, qu'est-ce que tu as dû laisser derrière et qu'est-ce que tu as dû améliorer chez toi? Donc, on commence par laisser derrière. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as dû laisser derrière? Mon insouciance. Ok. Mon insouciance, hein. Clairement. Ok. Pourquoi parce qu'avant, j'étais vraiment pas focalisée carrière, en fait, mais pas du tout. J'étais vraiment, je travaillais pour d'autres personnes. Et donc, j'étais plutôt insouciante. Ce qui me plaisait, c'était de m'amuser, de profiter, de faire la fête, de voyager, de découvrir. Donc ça, c'était vraiment mon mode de vie. Et du coup, le fait d'acquérir ce bien et d'en faire un business, j'ai dû me responsabiliser. Et c'est ça, donc c'est vraiment ça. Ton insouciance. Okay. Ouais, je dirais ça. L'insouciance. Et qu'est-ce que tu as dû améliorer chez toi? Améliorer beaucoup de choses. beaucoup de choses. Mais je dirais... qu'est-ce que je pourrais dire? Améliorer... Je ne sais pas quoi citer.
Mais j'ai dû déjà me former à tellement de choses, apprendre beaucoup de choses, et ça, j'ai adoré. Et je continue, et je continuerai toujours, je pense, parce qu'en fait, c'est vraiment génial. Et alors, ce que j'ai dû apprendre à faire, c'est à m'écouter. À t'écouter. À m'écouter, à laisser libre cours à ma créativité. Parce qu'en fait, j'avais déjà eu plein d'idées avant l'église, mais j'ai jamais osé. J'ai jamais osé. C'est la première fois où je me suis dit, cette fois-ci, j'y vais et on verra bien. Et ça a fonctionné pour la première fois que je réalisais mon idée. Donc, j'ai dû vraiment plus m'ouvrir et accepter. Et voilà. À t'écouter, à écouter ton intuition. C'est ça, ouais. Vraiment, c'est important. Et du coup, alors, c'est la dernière question. Tu as un entrepreneur qui souhaite entreprendre. Quel conseil tu lui donnerais? Quel conseil je lui donnerais? Alors, de ne pas forcément regarder à côté, donc de regarder les autres, mais d'abord de regarder ce que lui, vraiment, il veut. Et puis d'oser, de ne pas forcément écouter tout le monde, parce que tout le monde n'est pas forcément de bons conseils. Je me répète tout le temps, je pense que je dois dire tout le temps la même chose, mais il faut oser. Si on sent qu'on a une bonne idée et que c'est réalisable et que c'est faisable et qu'on ne doit pas... il faut foncer, quoi. Au pire, ça ne fonctionne pas, on recommence autre chose, c'est pas très grave. Hein. J'imagine que le fait d'entreprendre, quelque part, ça t'habitue à l'échec, quelque part. Clairement. Tu es indemnisé. Indemnisé. Tu es, comment on dit ça tu ne ressens plus, en anglais on dit numb, comme si tu ne ressens plus l'échec, enfin la douleur de l'échec. Parce que quelque part, il y a beaucoup de choses que tu dois essayer. C'est ça. Tu n'es pas sûr forcément. Et puis, il y a des victoires, mais j'imagine qu'il y a des échecs sur le long. Ça fait partie du jeu. Hein. Ouais, mais oui, comme tu dis, je me suis habituée aux échecs parce qu'en fait, quand j'ai ouvert ici, j'ai testé un tas de choses et tout n'a pas forcément fonctionné. Donc, ce qui n'a pas fonctionné, j'ai laissé de côté. Ce qui a fonctionné, j'ai continué à le faire. Donc, je me suis habituée à ce que tout ne soit pas forcément une réussite. C'est normal, en fait. Et donc, oui, je m'habitue. Après, c'est toujours un peu désagréable, mais plus les années passent et plus ça passe mieux. Ça passe mieux. Oui. Ça passe mieux. Et cette chaleur, alors dis-moi, parce que moi, quand je suis arrivée ici, je me suis dit, mais elle a un sourire extraordinaire. Cette chaleur, tu la ressors d'où comme ça? Parce qu'effectivement, en coworker, alors moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, cœur, moi, c'était le cœur qui ressortait. Et je t'ai vu, pour moi, cette femme avait un cœur. Et dis-moi d'où tu ressors tout ça. C'est ma famille. Hein. Ta famille. Elle me donne tellement d'amour que mon cœur est énorme. Comme ça, hein. C'est ça, oui. L'environnement dans lequel on est. Bien évidemment. Énormément. Oui, c'est ça. Voilà. Mais ce sera tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. C'était super.